Bonjour, bienvenue dans cette grande matinale Silverico. C'est le premier numéro. Donc l'idée est de faire chaque deuxième mardi du mois un rendez-vous distanciel et live avec des décideurs de la Silver Economy ou plus largement des univers des seniors. Nous allons passer à notre Merci à vous. invité spécial, Fabrice Provin. Voilà, bon, rebonjour Fabrice. Bonjour Frédéric. Quand je dis que tu es un peu spécial, il y a deux raisons en fait. Est-ce que tu peux expliquer ton parcours, qui est un peu quand même assez spécial, oui. Alors, je vais faire très rapide, hein, donc j'ai créé la première société privée d'aide à domicile en 1990. Donc j'avais 20 ans et je me suis retrouvé parce que j'avais pas beaucoup de moyens donc à créer la première franchise de ce qu'on appelait à l'époque Jump Franchising, dans les services à la personne, et je me suis retrouvé plus jeune franchiseur de France à 22 ans, en créant l'âge d'or service sur toute la France. Et aujourd'hui, j'étais pas trop calmé de la création d'entreprise, et j'ai recréé une activité, une société. On va en reparler sur les actions de prévention sur plusieurs jours pour des personnes en situation de difficulté, comme après un deuil, après un cancer, et puis malheureusement un peu l'actualité par rapport aux aidants familiaux. Donc c'est Relais du bien-être. C'est ça. Comment ça se passe? C'est des séjours comment? Sous quelle forme? Voilà, déjà c'est comme âge d'heure service, hein, c'est parti d'un constat de terrain. En fait, j'ai restauré un monument historique qui était en ruine. Je l'ai restauré pendant 10 ans, et à la suite de cette restauration, les personnes qui venaient vers moi, donc plutôt en chambre d'hôte au départ, bon, c'était pas trop ma vocation de faire du tourisme, mais je me suis rendu compte en fait que les personnes qui venaient me donnaient toujours les mêmes propos. On lâche prise, on se ressource. C'était même encore même plus fort. On oublie nos tracas, notre mauvaise santé, etc. Et là, j'ai tout de suite fait le lien avec mes activités d'âge d'or service, en me disant, mais est-ce que nos monuments historiques français qu'on affectionne pour la plupart d'entre nous pourraient ne pas servir uniquement faire des mariages et des chambres d'hôtes, mais également pour des publics fragilisés qu'on connaît. Et donc, en fait, j'ai pris une page blanche et j'ai imaginé ces actions de prévention donc sur plusieurs jours. Donc, les personnes viennent dans ces demeures historiques, avec un environnement, comme vous pouvez l'imaginer, agréable, non inseptisé, pour venir donc cheminer vers un mieux-être, voire même une meilleure santé, que ce soit pour les aidants familiaux ou après un cancer, etc. Et nous sommes prescrits pour la plupart du temps, soit par nos partenaires historiques, entre autres les caisses de retraite, ou par des départements, voire même des médecins qui vont nous solliciter pour le compte de quelqu'un qui a besoin de se ressourcer et de reprendre soin de lui. Les profils des personnes, est-ce que c'est des personnes qui ont déjà eu, enfin, on a vu, il y a les aidants, c'est des personnes qui ont une prise de conscience d'un événement. Est-ce que tu peux décrire les personnes un peu plus qui viennent dans les séjours? Oui, alors déjà c'est par thème, hein, donc on mélange pas les thèmes. Je vais aller vraiment au hasard. Donc sur l'après cancer, on va avoir déjà tout public, que ça soit des personnes jeunes et plus âgées. Et puis on va les avoir par prescription, c'est-à-dire qu'en fait elles vont pas spécialement nous connaître par le grand public. On ne fait pas de promotion grand public. Elle va nous connaître soit par le financeur lui-même, donc mettons sa mutuelle qui va informer de l'existence de notre concept, soit un prescripteur de type, mettons, la Ligue contre le cancer, qui va prévenir que dans un mois, dans 2 mois, il y aura donc une action de prévention à tel endroit, et que la personne peut s'inscrire parce qu'il y a un financement qui est prévu, soit par le département, soit par une mutuelle, ou par la Ligue. On a eu des dons qui ont été versés à la Ligue pour mettre en place des actions de prévention comme les nôtres. Des publics très ciblés par rapport au thème. Hein, je les reprends. Donc, après un deuil, ça va être souvent la caisse de retraite qui va écrire à ses ressortissants pour dire que il y a une action de prévention
près de chez eux, 3 jours, 4 jours. Là, pour le deuil, c'est 4 jours dans tel château. Avec telle activité, hein, sophrologie, gym adapté, nutrition, il y a des soins. Pour le cancer, il y a de la socio-esthéticienne. Donc vraiment un projet pour cheminer, pour que la personne puisse, à l'issue de ces quelques jours, reprendre sa vie en main. Comment est-ce que tu fais pour convaincre les financeurs, en fait? Parce qu'en fait, les séjours, j'imagine qu'il y a quand même un budget assez élevé, ça dépend comment on regarde, en fait. Comment est-ce que tu fais pour les convaincre de financer ces séjours? Donc ça, c'est déjà un peu mon expérience, parce que même avec l'âge d'or, j'avais déjà ces mêmes partenaires, hein, essentiellement les caisses de retraite. Maintenant, les départements, bah, je les convainc déjà parce qu'en fait, ils ont eux-mêmes une politique d'action sociale et ils sont toujours à la recherche d'innovation. On considère aujourd'hui que sur le concept, un petit peu comme il y a 30 ans avec l'âge d'or service, on a innové sur le concept. Et donc, ils vont être motivés pour financer parce que normalement, c'est des coûts réduits à terme. On est en train de travailler sur ce qu'on appelle aujourd'hui les mesures d'impact social. Donc, pour prouver que ce que l'on fait est utile et non pas uniquement agréable, hein, il est utile pour la société, il est utile pour la mutuelle, la sécurité sociale ou autre. Donc, il y a un vrai intérêt, pas uniquement humain, mais en termes de coûts évités. On pense par exemple pour les aidants que le fait que l'aidant se protège, prenne soin de lui, eh bien, il sera plus aidant plus longtemps. Il va respecter aussi sa propre santé parce qu'on sait que souvent il s'oublie. Et donc, du coup, il va maintenir le proche malade à domicile, ce qui fera des livraisons de repas, ce qui fera de la téléassistance, voilà. Donc ça c'est important de prouver en fait que notre concept c'est pas un one shot, c'est vraiment un accompagnement sur un changement de vie. On est surpris hein, qu'au bout de 3 4 jours, les personnes prennent conscience qu'elles mangeaient mal, qu'elles ne faisaient plus du sport. Et le fait d'être chouchouté et d'être vraiment dans un environnement agréable, eh ben, ça fait des lâcher-prises et vraiment des prises de conscience pour aller de l'avant. Toujours la même logique de question. Les financeurs sont multiples entre quelqu'un qui est à Metz ou quelqu'un qui est à Troyes, par exemple. Ouais. Euh, Comment est-ce que vous gérez autant de finances? Enfin, comment c'est géré? Alors, c'est très, très compliqué. Ça fait partie de notre savoir-faire. Alors, on voudrait qu'il soit un peu moins compliqué. Donc, on est en train de discuter avec des acteurs vraiment nationaux. Mais tu as raison de parler par département. Aujourd'hui, on a l'essentiel de notre financement qui se trouve dans les départements par des réponses à des appels à projets. Et on a des disparités incroyables. Moi, j'aimais bien entendre tout à l'heure parler de dispositifs universels. On a vraiment la possibilité de faire un unique service sur toute la France, sauf qu'aujourd'hui, il y a des disparités de financement qui font que, par exemple, si on n'a pas le soutien d'un département ou d'une ARS, eh bien, comme on est essentiellement soutenu par Agir Carco au travers les caisses de retraite complémentaires, toute la partie des fonctionnaires, des collectivités territoriales, des soignants, des professeurs, eh ben, on peut pas les accueillir puisque notre signature aujourd'hui, c'est un reste à charge à zéro. Donc, en fait, ceux qui ne peuvent pas avoir un financement privé ou par une mutuelle ou par un centre communal d'action sociale, pour le moment, on ne peut pas les recevoir. Donc, il y a une vraie disparité aujourd'hui parce que on passe essentiellement par des départements, par des ARS. L'une veut faire, l'autre ne veut pas faire. Alors, il y a bien, on l'a tous entendu, hein, en octobre, un mouvement gouvernemental de mettre en place des prestations pour les aidants familiaux, par exemple, mais ça redescend pas ou très difficilement. Donc, du coup, on a des ARS qui ne lisent pas la même feuille de route du gouvernement. Et donc, du coup, on a des ARS qui financent et puis d'autres qui financent pas. Alors, aujourd'hui, ça fait qu'on a quand même accompagné plus de 1 000 personnes. Donc, ça marche. Mais c'est un travail par rapport à ta question. Nous, on a un service qui ne fait que des dossiers tous les jours de financement individuel, collectif pour pouvoir prétendre en fait à accéder à nos actions de prévention.
Si un entrepreneur qui veut se lancer sur, pas forcément sur les mêmes activités, mais sur un service qui est financé par ses financeurs, avec ton recul, en fait, tu lui donnerais quel conseil pour réussir ou pour commencer ou quel parcours? Bah, écoute, déjà, entrepreneur, oui, ça veut dire qu'il faut avoir envie d'entreprendre et bien sûr aussi de pas se dire, comme je l'ai entendu tout au long de ma carrière, on est sur le marché des seniors, alors encore plus aujourd'hui, on parle de la silver economy et tout, hein, c'est que en fait, il faut être très patient et que ça marche pas à tous les coups. Il faut être vraiment passionné par son activité parce qu'en fait, par rapport à âge d'or, hein, puisque j'ai beaucoup de recul, j'aurais pu fermer des dizaines de fois hein, un procès avec les taxis pour concurrence déloyale parce que j'emmenais la personne âgée dans ma voiture, l'administration qui me reconnaît pas parce que mes services étaient en dehors du domicile. Et si vous n'êtes pas passionné, vous arrêtez parce qu'en fait, c'est pas la poule aux œufs d'or non plus. On évoque la téléassistance. Moi, j'ai vu quasiment la naissance de la téléassistance. Je suis partenaire aussi avec l'âge d'or. On a été partenaire et c'était pas un le fleuve tranquille. Quand on voyait enfin nous en tant que professionnels, on se disait mais c'est magique. Tout le monde devrait avoir la téléassistance. Ben non, c'est pas si simple que ça. Et par les financements et par aussi le fait que les personnes ne s'accaparent pas toujours les produits et les services que nous, on pense qui sont bons en fait. Hein. Donc, il faut être vraiment patient dans nos activités, vraiment. Tout à l'heure, tu disais avoir un service universel au niveau national. Ça veut dire quoi en fait? Qu'est-ce qu'il faudrait pour le mettre en place? Qui va le mettre en place? Qui va financer? Enfin, comment tu l'imagines? Bah, nous, on l'imagine bien. Donc là, on s'est préparé donc à une stratégie de changement d'échelle. On a été lauréat d'un programme avec l'ESSEC sur le changement d'échelle. Donc, on était dans notre grande région, hein, donc l'Aube. Tu parlais de Troyes, pas par hasard. Hein, donc, Mm. le siège est à Troyes. On a fait la Marne, la Meuse. Donc, tout ça, ça se passait bien. Et on s'est dit, bah, si on continue comme ça, on sera dans 10 ou 15 ans à Marseille ou à Bordeaux. Donc, c'est pas possible. Donc, on a vraiment mis en ordre de marche une stratégie de changement d'échelle. Et donc, en fait, l'idée, c'est d'avoir des partenaires plutôt à envergure nationale. Alors, on cite souvent la CNSA, hein, la Caisse nationale de solidarité autonomie, qui viendrait à dire, bon, bah voilà, sur des parcours et des actions de prévention comme ce que fait Relais du bien-être, eh bien, on finance en fonction bah, éventuellement d'une pathologie, d'une prescription médicale. On peut imaginer la sécurité sociale hein, demain, surtout si on arrive à prouver qu'il y a des coûts évités. Hein. Je pense, j'espère que comme l'âge d'or, on va vraiment innover, qu'on va être un peu la nouvelle prévention, je trouve, moderne et non pas subie avec manger 5 légumes et 5 fruits, etc. Donc vraiment d'aller vers de la personnalisation. On parle aussi du care management, mais là, on n'est pas très loin de tout ça pour que, en fait, ça soit attractif. En fait, notre action, elle fonctionne. Elle a fonctionné très rapidement parce qu'on est attractif. On est vraiment dans une action qui fait plaisir et qui donne envie parce qu'on considère vraiment la personne dans sa globalité, non pas parce qu'elle est malade ou parce que elle est veuve ou qu'elle est aidante, en fait. Mais ça passe par quoi? Ça passe par, j'ai employé un vilain mot, par du lobbying, par des rencontres, par convaincre les gens. Comment ça se passe? Tu arrives à faire ça tout seul ou il faut être en meute, en groupe pour pouvoir faire changer les choses au niveau national? Parce qu'en fait, il y a plusieurs activités. L'activité physique adaptée, c'est aussi local. Beaucoup disent, mais c'est que local, c'est pas national. Il y a les ateliers sur les chutes, c'est local, mais c'est pas national. Alors déjà, on a des acteurs nationaux, nous, dans nos intervenants. Hein, donc aujourd'hui, l'année dernière, on était deux, enfin on était trois, aujourd'hui on est 12, donc on s'est vraiment renforcé au niveau de l'équipe. Et ça, c'est l'équipe du siège. Et après, on a des intervenants. Donc par rapport à mettons, à la gym adaptée, on travaille aujourd'hui avec Neo Silver, donc sur toute la France. On a un cahier des charges et on suit le cahier des charges entre, pour l'exemple, Neo Silver et nous. Et on fait la même chose pour la sophrologie, pour la nutrition.
Donc là, déjà, par rapport au territoire et au maillage territorial, il est déjà conçu. Idem d'ailleurs pour les demeures de charme. Hein, nous avons déjà une centaine de demeures qui étaient identifiées. Donc en fait, oui, après, alors sans prendre le vilain mot, parce qu'il est vraiment très imagé, mais c'est du lobbying positif, c'est-à-dire qu'il faut vraiment convaincre les pouvoirs publics que le dispositif, il est à être universel et qu'il faut pas donc passer, enfin qu'il faudrait pas passer par des dossiers individuels ou passer par chaque département avec le même dossier pour convaincre ou pas un ou une chargée de mission qui va être vraiment l'unique pratiquement personne qui va décider si oui ou non ces actions de prévention vont se mettre en place dans le département. Donc il y a un vrai travail de réseau. Alors c'est vrai que mon antériorité fait que c'est peut-être un peu plus facile. Et puis, bah, je le dis ouvertement, hein, je n'ai eu que des ardoises, c'était sur mon toit du monument historique. Donc, j'ai la facilité quand même, quand je retrouve des partenaires qui ne sont pas en retraite, de pouvoir les convaincre. Il y a une relation de confiance très importante. Hein. Je pense vraiment aux caisses de retraite qui ont été les partenaires des premiers jours d'âge d'or service, hein, dès 93, donc 2, 3 ans après mon démarrage, et qui font que aujourd'hui ils ont confiance en ce que je fais et ils sont à mes côtés pour avoir une vision plus nationale en fait. Mais il y a un vrai travail de réseau et de convaincre les pouvoirs publics et globalement nos acteurs nationaux dans le domaine des services à la personne. Il y a une question dans le chat, c'est le financement par tiers est-il indispensable? Avez-vous aussi des clients qui payent? Alors aujourd'hui, on n'a pas de client qui paye. Donc c'était une volonté, c'était la signature, ça fait partie de nos valeurs. Alors pourquoi ce parti pris? Bah, déjà, il y a plein de choses qu'on paye pas. Des fois, on me dit, bah, dis donc, c'est encore quelque chose de gratuit. Mais déjà, la santé globalement, je dis bien, on ne la paye pas. Et pour nous, c'est vraiment une continuité de la politique de santé publique. Donc, on va vous soigner un cancer, allez, entre 80, 120 000, 200 000 euros. On peut mettre quelques milliers d'euros pour faire l'après-cancer, qui aujourd'hui n'existe pas vraiment. Hein. On nous le dit clairement, on soigne, heureusement en France, le cancer, mais on ne soigne pas la personne du cancer. Donc, il y a vraiment une prise de conscience de soins, ce qu'on appelle holistique, hein, vraiment de prendre la personne dans sa globalité. Et donc, oui, aujourd'hui, on a pris le parti pris que les personnes qui viennent au séjour, donc du coup, qui ne deviennent pas nos clients, hein, parce que c'est nos participants, mais nos clients sont nos financeurs, ne payent pas à ce jour. On a eu juste un financeur qui, lui, a demandé une petite participation, mais c'était de son ressort. C'était dans son principe. Il ne voulait pas donner un service complètement gratuit. En plus, il voulait prouver que le service il est gratuit, mais il a un prix. Donc, mais c'est officiellement le client final, le participant ne paye pas. Super, d'autres questions? Oui, Corinne? Frédéric, oui, juste Fabrice, c'est juste que ce que tu dis, mais c'est vrai qu'en France, moi, ça m'énerve un peu le terme gratuit, parce que rien n'est gratuit, on paye tous, tout le monde paye, hein. Ce que tu dis là, c'est pas le particulier qui va payer directement, mais ça va être nos impôts, ça va être les prélèvements sociaux, ça va être, voilà, en fait, moi, c'est un peu pendant la Covid ou le Covid, quand tu voyais sur les pharmacies gratuits, tests gratuits, ben non, 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 c'était pas gratuit. Donc, c'est pas payé directement par la personne qui en bénéficie, mais de toute façon, c'est la collectivité qui finance. Ça, c'est clair. Oui, alors j'ai dit gratuit parce que j'ai voulu le. Mais nous, on parle de reste à charge à zéro en fait. Hein. Voilà, c'est ça. Ça, c'est très important. D'ailleurs, au niveau de la santé, j'étais vraiment. J'ai eu des dames c'est beaucoup de dames qui m'ont montré il y a eu des erreurs à un moment donné. Et ils ont eu la liste de tous les actes pour leur cancer.
il faudrait que tout le monde soit au courant. En fait, on ne Ça. peut pas imaginer où une boîte de médicaments qui sauverait aujourd'hui, ou en tout cas qui donnerait un peu plus de vie pour ceux qui ont le cancer du poumon. Hein. Dans le temps, on en mourrait. Aujourd'hui, on peut faire beaucoup d'années grâce à cette boîte de médicaments. C'est 5 000 € la boîte de médicaments par mois. Donc, si vous voulez, et ça, c'est pris en charge gratuitement, entre guillemets, mais c'est une prise en charge. Et il faut que ça soit, il n'y a rien de gratuit. Ça, je suis d'accord avec toi. Et c'est pour ça que nous, on parle vraiment de reste à charge. Ouais. Et quand on explique à la personne, tout de suite, on lui dit, attention, hein, vous n'allez pas payer. Mais il y a quelqu'un qui va payer. C'est peut-être d'ailleurs, comme tu le dis d'ailleurs, à un moment donné, c'est peut-être vos impôts. Agir Carco, c'est merveilleux aujourd'hui en France. Agir Carco, moi, enfin, d'avoir voyagé, j'ai très rarement vu Agir Carco ailleurs. Mm. On pense à nos retraites, mais Agir Carco, depuis l'existence de la naissance des caisses de retraite complémentaires, il y a un fonds social. Aujourd'hui, dans la plupart d'actions qui sont prises en charge, s'il n'y avait pas Agir Carco, il y Ouais. aurait, je sais pas, je vais dire une bêtise peut-être, mais au moins trois quarts des projets qui n'existeraient pas. Hein. Donc, mais ça veut dire qu'à un moment donné, on a cotisé. Ouais. Et je crois que c'est 0,7 ou 0,8% de nos cotisations sont parties dans ce fonds d'action sociale, aujourd'hui qui est alimenté par nous qui travaillons, et puis ainsi de suite, hein, le principe de la répartition. C'est très important et je suis vraiment d'accord avec toi d'insister sur le fait que c'est un reste à charge à zéro, mais ce n'est pas gratuit, ça a un coût pour la société en l'occurrence. Et ça, c'est important vraiment de le signaler. Autre question? Quelqu'un veut prendre la parole? Alors, je vois quand même, je suis toujours content de voir les retours. Le Donc, prescripteur et le payeur est-il le même? Le prescripteur et le payeur est-il le même? alors, ça, c'est une bonne question parce que, alors, le payeur en l'origine, par exemple, pour les caisses de retraite sur l'accompagnement du deuil, euh, donc, si vous voulez, par rapport au payeur. Je vais partir du payeur. Il peut l'être prescripteur. L'exemple type, c'est le deuil. Le deuil, c'est la caisse de retraite qui va envoyer donc un mailing en fonction de ses propres critères, à discrétion. Donc, je vais dire que je ne les connais pas dans un département, une région, et donc elle va décider d'écrire à donc ses ressortissants et de leur proposer l'action de prévention prise en charge par la caisse de retraite. Donc là, il est et prescripteur et payeur. Ça, c'est le plus idéal pour nous et malheureusement, c'est le plus rare. Hein. Donc, pour les aidants familiaux, par exemple, ou pour l'après-cancer, les prescripteurs ne sont pas les payeurs. Hein. Donc, la Ligue contre le cancer qui va nous prescrire va pas spécialement être, elle, le financeur. Et ça va être très compliqué parce qu'on va trouver des financeurs qui vont avoir des critères. Je reprends l'exemple de la prise en charge par les départements. Souvent, le département prend en charge, dans le cadre de l'autonomie, donc des plus de 60 ans. Le prescripteur, la Ligue contre le cancer, va trouver une personne de moins de 60 ans qui a vraiment besoin de notre action et eh bien, on va pas pouvoir la prendre parce que le département, dans son critère, c'est plus de 60 ans. Donc ça va être embêtant, ennuyeux. Donc aujourd'hui, globalement, c'est quand même plutôt le prescripteur qui n'est pas le payeur. Donc par rapport à la question, et c'est tout l'enjeu de la recherche d'un financement un peu plus universel par les ARS, par la CNSA, par l'Agir Carco, mais le chapeau Agir Carco et non pas caisse de retraite par caisse de retraite, qui pourra nous aider à faire en sorte que ça marche, ça continue à bien marcher en l'occurrence. Super, merci Fabrice, merci beaucoup. Je vous en prie.